Bonjour à tous, c'est Simon et bienvenue sur Speed Photo, la chaîne où on apprend vite la photo. Ça me fait plaisir d'enfin retourner une nouvelle vidéo. Ça faisait un mois que j'avais pas fait parce que j'ai démissionné, j'ai déménagé, j'ai fait plein de paperasse. C'est pour ça que j'ai des nouvelles lunettes. J'ai préparé plein de vidéos, mais j'ai tapé surtout le texte pour l'instant, mais j'ai plein d'idées. Et surtout, j'ai préparé un voyage en Thaïlande et au Cambodge d'un mois. J'ai fait aux petits oignons, du coup ça a pris pas mal de temps et ça a été ma priorité parce que bon, je pars dans une semaine là au moment où je tourne la vidéo, c'était ça en premier. Aujourd'hui, on va parler matos photo. On va voir tout ce qui permet de prendre des photos. Les smartphones, puis on va voir compact, bridge, hybride, réflexe. On verra enfin la différence entre ces quatre et on finira par action cam et drone. À chaque fois, on va voir les marques, les prix et les avantages et les inconvénients. Si cette vidéo vous permet d'y voir plus clair, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fait super plaisir et ça m'aide à être mieux référencé. Si vous voulez manquer aucune de mes prochaines vidéos, et il y en a un paquet, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je poste une nouvelle vidéo. Et si vous connaissez quelqu'un qui est un peu perdu dans tout ce matos, hybride, réflexe, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Et c'est parti pour les appareils qui prennent des photos, marques, prix, avantages, inconvénients. Avant d'aller plus loin, on va parler des caractéristiques qu'on retrouve à peu près sur tous ces appareils, qui sont communes. La première, bien sûr, c'est la qualité d'image, le piqué. Est-ce que la photo est nette ou pas? On pense aussi aux couleurs. Est-ce que les couleurs sont jolies, c'est bien rendu? Est-ce que c'est bien contrasté? Est-ce que l'appareil a une bonne dynamique? C'est-à-dire qu'il est capable de prendre des photos à la fois avec du détail dans les zones très claires et à la fois du détail dans les zones très sombres. Deuxième caractéristique, le nombre de pixels. Alors ça compte aussi pour la netteté, mais ça permet aussi de recadrer une image. Comme là, plus près, vous pouvez recadrer tant que vous voulez et vous avez encore des pixels pour faire une jolie image. Le nombre d'images à la seconde, la vitesse de la rafale. Est-ce que votre appareil est capable de prendre 3 images à la seconde ou 20 images à la seconde? Là, ça mitraille la photo. Alors ça vous remplit votre carte mémoire en 2-2. Par contre, vous avez plus de chances d'avoir la bonne photo que vous vouliez. C'est pratique notamment pour le sport. Les appareils photo sport, ils sont chers, mais ils font de la rafale rapide. C'est pour avoir le bon moment où Cristiano Ronaldo il fait son tir, pour avoir cette photo-là. La qualité de l'autofocus. Est-ce que votre appareil fait facilement le focus au bon endroit et vite? Et est-ce qu'il le fait aussi quand l'environnement est sombre? Parce que parfois l'autofocus il galère. Il n'arrive pas, en fait, il patine, il cherche à faire la mise au point mais il n'y arrive pas. La qualité photo en basse lumière, pour moi c'est un critère important et elle différencie les appareils parce qu'elle dépend de la taille du capteur. Les smartphones, ils auront un petit capteur parce qu'il ne faut pas que ça prenne de place. Après, vous avez les capteurs 4 tiers, vous avez les capteurs APS-C que moi j'ai sur mon appareil, plein format, c'est-à-dire c'est les capteurs qui ont la même taille que les pellicules argentiques, et les capteurs moyen format qui sont vraiment très grands et là qui captent beaucoup de lumière. Pour vous expliquer simplement, petit exemple. Si je veux récolter de l'eau un jour de pluie et que je mets la gamelle du chien dehors, vous voyez la surface n'est pas très grande, il faudra que l'eau tombe dedans. Alors bon, certes c'est pas très profond, mais c'est surtout une question de surface. Je vais pas récolter beaucoup d'eau. Alors que si je mets ma bassine dehors, là ça va être beaucoup plus grand. Du coup, j'ai beaucoup plus de chances que des gouttes d'eau tombent dedans et de récolter de l'eau. J'aurai plus d'eau avec ça, et en mettant autant de temps l'un que l'autre. Donc, si vous avez un grand capteur, vous avez plus de lumière, et forcément, votre photo en basse lumière, elle est meilleure, parce qu'il arrive à capter plus de lumière, tout simplement. Pour finir, la qualité de la vidéo. Alors, vous l'utilisez pas tous, mais certains, comme moi notamment, l'utilisent. Alors, ce qui compte, c'est la définition que vous avez disponible, par exemple la 4K, qui vous permet après de recadrer sans perdre de qualité et qui en plus, même si vous prenez la 4K et que vous la mettez en Full HD, votre ordinateur a plus de détails pour faire la bonne vidéo en Full HD et elle sera plus nette que si vous avez pris la vidéo directement en Full HD. Alors c'est NoTech TV qui a fait une vidéo là-dessus et franchement c'est très net. Vaut mieux faire une vidéo en 4K et la mettre en Full HD que direct en Full HD. Et pour finir, c'est bien beau de faire de la 4K, par contre il faut arriver à avoir assez d'images à la seconde. Si vous faites de la 4K avec 12 images à la seconde, ce ne sera pas possible. Vous savez, le cinéma c'est 24 images à la seconde. C'est un début. Souvent on tourne en 30 images à la seconde, 60 ça permet de faire des ralentis x2, et si vous tournez à une vitesse encore plus élevée, vous pouvez faire des ralentis encore plus beaux et encore plus fluides. C'est pratique pour le sport. Bon, fini avec les caractéristiques, maintenant passons aux appareils. Et on commence avec les smartphones, qu'on appelle parfois photophones, tellement ils sont devenus bons en photo et tellement ils sont orientés photo. On connaît très bien les marques. Alors vous avez Apple qui fait les iPhones, vous avez Samsung qui fait les Galaxy, LG, Sony, Huawei, Xiaomi, enfin
Vous en avez plein différents. Les prix, grosso modo, ils vont entre 100 et 1100 € maintenant. Les avantages. Alors, il y en a un paquet, je regarde sur mon téléphone. Quand la luminosité est bonne, bah, ils sont plutôt bons quand même. Ils sont ultra connectés. C'est facile pour partager une photo, mais instantanément, où que vous soyez, poum, vous envoyez la photo, vous la sauvegardez sur un serveur. Voilà, c'est très pratique. Personnellement, moi, toutes mes photos que je prends avec mon téléphone, dès que je le branche et qu'il est connecté au Wi-Fi, hop, il envoie les photos sur le serveur Google Photos et au moins je les ai toutes sauvegardées. Même si je me fais piquer mon portable, si je le pète, s'il brûle, bref, mes photos, elles sont sauvegardées. On l'a toujours sur nous et c'est un peu la caractéristique d'un bon appareil photo, c'est qu'on peut l'emporter facilement partout. Alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Pourquoi? Parce que la photo qui a le plus de likes sur Instagram, même les deux, c'est des photos prises avec mon téléphone. J'avais pas mon appareil photo à ce moment-là, mais comme l'instant était vraiment bien, ça marche. Et pour la peine, ces photos, c'est celle-là et celle-là. Il est léger, vous n'allez pas être fatigué de le trimballer toute la journée. Ils sont bons en vidéo, ils sont de plus en plus étanches, donc protégés contre les intempéries, vous faites tomber dans l'eau, c'est pas trop grave, en tout cas renseignez-vous, mais ils sont assez costauds à ce niveau-là. On peut facilement les recharger. Vous avez les iPhones qui ont des câbles Lightning et vous avez tous les autres qui sont en micro USB ou en USB-C. Franchement, même dans des bars, des restaurants, vous pouvez facilement demander des câbles pour recharger vite fait votre téléphone dans un hôtel où que vous soyez et chez un pote, vous avez de grandes chances de pouvoir recharger votre téléphone, ce qui est très pratique. Avant-dernier avantage, c'est qu'on peut faire facilement des selfies parce qu'il y a un grand écran frontal, il y a un appareil photo qui est de plus en plus performant. Vous pouvez faire des photos, des vidéos, surtout si c'est pour partager sur internet où la qualité n'a pas besoin d'être oufissime, c'est très pratique. Et finalement, ils ont une grande profondeur de champ. Grande profondeur de champ, c'est-à-dire que la zone de netteté en avant de l'endroit où la mise au point est faite et en arrière est grande. Il y a une grande zone nette comme ça. Ça dépend de la taille du capteur. Comme le capteur est petit, la zone de netteté est plus grande. Mais un smartphone, ça a quand même des inconvénients. Le premier, c'est les réglages limités, notamment sur l'ouverture. Comme je viens de parler de la profondeur de champ, la profondeur de champ sur un smartphone, elle est forcément très grande. Si vous voulez une photo avec un portrait net et l'arrière-plan bien flou, votre téléphone il va le faire, mais il va le faire avec des algorithmes. Il va reconnaître le visage et il va mettre du flou sur tout ce qui est derrière. L'ergonomie n'est pas adaptée parce que quand vous tenez votre appareil comme ça, si vous pouviez avoir un petit grip là pour bien le tenir, ça serait mieux. Une batterie qui peut très vite fondre. Vous avez votre écran qui est grand, qui est lumineux, il consomme plein d'énergie. Vous l'utilisez pour tout et n'importe quoi, il est connecté à 40 000 trucs, vous recevez une notification, parfois vous jouez toute la journée à Candy Crush. Et quand vous sortez le soir pour votre sortie photo, vous n'avez plus de batterie. C'est limité au grand angle, voilà. Et le dernier, comme je l'ai annoncé dans les caractéristiques, les qualités de photo en basse lumière dépendent de la taille du capteur, notamment. Et les smartphones, ils ont un petit capteur. Du coup, la qualité vraiment basse luminosité est pas géniale. Maintenant, passons aux appareils photo. Alors, les appareils photo, les marques, c'est simple, c'est que des japonais. Et pour le haut de gamme, c'est danois, allemand. On commence avec les compacts. Alors ça, c'est mon tout premier. Vous avez plein de marques différentes qui sont Olympus, Panasonic, Canon, Nikon, Sony et Fujifilm. Vous les trouvez entre 70 et 1300 €. Bon, voire 4000 € si vous comptez sur Leica. Leica, c'est la marque chère. Vous avez deux sous-catégories. La première, c'est la catégorie étanche baroudeur. On peut penser au TOF TG5 d'Olympus qui est à 430 € et l'autre sous-catégorie, c'est les compacts experts. Donc, c'est des compacts avec des réglages avancés. Vous avez par exemple le Fujifilm X100F à 1300 €. Les avantages, c'est compact, comme l'indique le nom. C'est léger, c'est discret, parce que si vous prenez des photos avec ça, ça sera un peu plus discret qu'avec ça. Et encore, mon réflexe, il est petit. Et vous aurez, alors pas pour le bas de gamme, mais plus pour le haut de gamme, une meilleure qualité d'image qu'avec un smartphone et plus de réglages. Pour finir, vous aurez aussi une ergonomie un peu meilleure parce que vous aurez des boutons plus dédiés pour faire tous les réglages. Les défauts, l'ergonomie, la prise en main, il n'y a toujours pas de grip pour attraper l'appareil photo. L'objectif est fixe, vous ne pouvez pas changer d'objectif sur un compact. Ils ont quand même souvent, pas toujours, des petits capteurs, donc toujours pareil, en basse luminosité, ils vont pas être fantastiques. Et ils n'ont pas toujours de viseur. Parfois, il faut continuer à prendre des photos avec votre écran comme avec votre smartphone. J'aime bien le viseur parce que vous êtes vraiment dans votre photo. Passons maintenant au bridge qui ressemble vraiment à des réflexes. C'est les mêmes marques que pour les compacts et souvent l'objectif qui est monté dessus est très polyvalent. C'est-à-dire qu'il est capable de faire de très grand angle comme de zoomer énormément. C'est vraiment son truc principal, sa caractéristique phare. On les trouve entre 300 et 1800 €. Les avantages, ils sont polyvalents. Vous pouvez l'emporter, vous n'avez plus de questions à vous poser, vous avez tout entre vos mains. Comme il est gros et que vous avez enfin un grip, vous pouvez bien l'avoir en main et être bien stable. Je pense qu'ils ont une plus grosse batterie que les compacts, mais ça c'est à vérifier. Du coup, une meilleure autonomie, plus de photos. Ils ont souvent un viseur, donc pouvoir vraiment s'isoler et préparer sa photo. Et dernier détail, ça fait plus vraie
photographe. Si vous ramenez à un mariage avec un petit compact, les gens vont se poser des questions. Alors pas forcément à raison, mais si vous arrivez avec un truc plus gros, ça fait de suite plus professionnel. Les deux défauts, il fait un peu tout, mais il le fait pas forcément très bien. Et deuxième défaut, il est encombrant. Alors vous n'avez pas d'autres objectifs à trimballer, mais quand même, il prend souvent pas mal de place. On passe aux hybrides, ou avant qu'on appelait aussi des COI, compacts à objectif interchangeable. Et là, vous avez toute l'information. C'est comme un compact, seulement vous pouvez changer l'objectif. Et maintenant, il existe aussi des hybrides qui sont gros et qui font la taille de réflexe quasiment. C'est les mêmes marques, mais les trois gros, je trouve, c'est Sony qui fait des hybrides avec des capteurs plein format. Vous avez aussi Olympus et Panasonic qui font des appareils à capteurs 4 tiers performants. Les prix, c'est entre 300 et 4000 €. Les avantages, c'est que souvent, les marques des hybrides, les innovations, ils les mettent dans leurs appareils. Ils mettent de la 4K, ils mettent des capteurs stabilisés et ils connectent leurs appareils. Ça, vous l'avez pas forcément sur les réflexes. Ils sont un peu frileux à mettre de la nouvelle technologie dans leurs appareils. Vous avez des objectifs interchangeables. Vous pouvez mettre le bon objectif pour le bon moment. Les hybrides sont plus compacts que les réflexes. Ils peuvent être assez costauds comme les Sony et faire vrai photographe. Et ils ont un viseur électronique. Alors, viseur électronique, c'est en fait un mini écran qui est juste collé à votre œil. C'est comme si vous faites du JMMPP. J'ai la solution. Le JMMPP. Je me mets plus près. Et vous voyez directement comment la photo va être. Alors que c'est pas comme ça sur un réflexe, on va y revenir. Dans les défauts, vous avez aussi le viseur, parce qu'un viseur électronique, c'est un écran, et un écran, ça consomme de l'énergie, donc ça pompe un peu d'autonomie. Le parc d'objectifs est moins grand pour les hybrides, mais ça commence à changer. Vous avez moins de choix d'objectifs pour mettre sur votre appareil hybride que sur un appareil réflexe. Comme on change d'objectif, c'est un peu moins clé en main qu'un bridge qui peut tout faire ou un compact. Vous avez souvent l'objectif de kit qui est assez polyvalent, mais si vous voulez d'autres choses, il va falloir se renseigner et acheter les objectifs et se trimballer les objectifs. Et d'ailleurs, se trimballer les objectifs, c'est le dernier défaut. C'est un peu d'encombrement, même si les objectifs d'hybride sont un poil plus petits que les objectifs de réflexe. On passe enfin en réflexe, et là vous avez Canon, en grand maître, Nikon et Pentax. Alors Pentax, c'est plus discret. On les trouve entre 300, vraiment très bas de gamme, et 6000 €. La grosse différence entre un réflexe et un hybride, c'est qu'un hybride, la lumière elle va traverser l'objectif et elle va toucher le capteur. Le capteur, il va capter l'image et hop, l'afficher sur le petit écran du viseur. Alors qu'un réflexe, la lumière va traverser l'objectif, elle va taper un miroir. Le miroir, c'est ça qui prend la place, qui fait qu'un réflexe, c'est pas très compact. Hop, elle va remonter dans un prisme, ploup, et arriver dans l'œil. Donc vous voyez exactement ce que l'objectif voit, alors qu'avec un hybride, vous voyez exactement ce que l'appareil voit. L'avantage du réflexe, c'est que quand vous êtes en train de viser avec un réflexe, votre réflexe ne consomme pas d'énergie, ce qui permet d'avoir une super grande autonomie. Et c'était le premier des avantages. Le deuxième, c'est que souvent, ça fait de suite beaucoup plus pro. Le troisième, c'est que vous avez des objectifs interchangeables et du coup, vous pouvez mettre le bon objectif pour la bonne photo. Quatrième, toujours dans les objectifs, c'est que vous avez un parc d'objectifs énorme. Beaucoup de youtubeurs sont chez Canon et du coup, vous ne serez pas dépaysés. Quand ils vont utiliser des termes pour l'autofocus, pour les modes, ils vont utiliser les mêmes que vous avez sur votre appareil, surtout si vous êtes chez Canon. Du coup, comme à la maison. Les défauts, c'est, comme je l'ai dit avec les hybrides, ils mettent du capteur stabilisé, ils mettent de la 4K, alors que là, les innovations, surtout chez Canon et aussi un peu chez Nikon, même si j'ai l'impression que ça va mieux, ça rame. Et c'est assez ralent. D'ailleurs, les présidents de Nikon et de Canon se sont excusés d'avoir autant ramé et s'être reposés sur leur laurier. Parce que Canon, il domine le marché des réflexes, surtout chez les pros, et du coup, tranquille. Alors, sur les appareils réflexes haut de gamme pro Canon, là, il y a de la technologie. Par contre, sur le reste, c'est pas la folie. À savoir, Nikon et Canon vont vraiment passer à l'hybride là bientôt parce que le marché passe du réflexe à l'hybride de plus en plus. Et Canon a annoncé qu'il comptait avoir 50% du marché des appareils photo à objectif interchangeable. Donc, hybride, réflexe, ils veulent que 50% ça soit eux. On a fini avec les appareils photo, on passe aux deux dernières catégories, les action cam, qu'on appelle aussi souvent GoPro. Un GoPro, c'est le nom d'une marque, mais c'est comme vous dites frigo pour un réfrigérateur, sopalin pour du papier essuie-tout, Kleenex pour des mouchoirs, voilà, c'est le nom de la marque, c'est tellement connu que c'est devenu un peu la référence. Mais vous avez aussi Yi, Xiaomi, Sony, Olympus, Garmin et TomTom. On les trouve entre 50 et 400 €. Les avantages, le premier c'est que c'est du très grand angle et là vous avez
tout qui rentre dans la photo, c'est quasiment sûr. C'est léger, c'est souvent très petit, il n'y a pas d'encombrement, la mienne elle est comme ça, hein. Vous la voyez pas parce qu'elle est en train de filmer, mais bon, elle est vraiment petite. Vous pouvez facilement la mettre sous l'eau, alors ça c'est le caisson de ma caméra, et très souvent elles sont bonnes en vidéo et bonnes en ralenti. Les problèmes c'est que c'est limité au très grand angle, si vous voulez prendre la photo plus rapprochée, non, c'est pas possible. Et ça va pas être forcément très net, ça va pas être génial en photo. Souvent l'autonomie est pas énorme parce que elle pompe beaucoup d'énergie, je trouve vraiment que la mienne, elle part très vite. Alors, vous pouvez facilement la recharger, mais c'est pas terrible. Et la qualité du son en vidéo, alors là, faut pas chercher, hein, c'est pas génial. Et on finit par les drones. Alors j'en ai pas, j'en ai jamais piloté, mais je trouve ça sympa et je pense qu'un jour je vais me laisser tenter. Vous avez deux marques, en France on connaît très bien Parrot, et vous avez DJI, c'est la marque chinoise qui fait du super matos. Il y a d'autres marques chinoises et on les trouve entre 50 et 2000 voire 6000 euros. Alors là vous faites plaisir, mais vraiment je pense qu'à partir de 700 euros vous avez du très bon matos. L'avantage c'est que ça vous permet de faire des photos que vous ne pouvez pas faire autrement. Les défauts c'est l'endurance, elle est très faible. Vous faites voler votre drone 20 minutes, c'est fini, il n'y a plus de batterie, il faut la recharger et parfois la recharge est longue. Autre inconvénient c'est que la loi va se durcir énormément contre les drones et du coup, alors je connais pas du tout dans les détails, mais il faut regarder parce que si vous achetez un drone et que vous pouvez finalement pas trop l'utiliser, c'est vraiment bête. Et dernièrement, l'encombrement, hein, ça prend de la place surtout quand vous pouvez pas replier les trucs avec les hélices. Votre drone, il faut le trimballer. Hein. Alors je rajoute quelques caractéristiques pour les drones. Vous avez le temps de vol, est-ce qu'il peut monter très haut, est-ce qu'il peut aller très loin, la qualité de la stabilisation, les actions automatiques qu'il est capable de faire aussi, est-ce qu'il est capable de tourner autour de vous, de monter comme ça, ou de vous suivre, vous êtes en train de courir et il vous suit, ou vous êtes en train de faire du ski, ça peut être sympa. Et bien sûr, bon, la qualité d'image, hein, là, rien de nouveau. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça a été très clair, que vous comprenez quel est l'intérêt d'un smartphone, d'un compact, d'un bridge, d'un hybride, d'un réflexe, d'une action cam et d'un drone. Et que maintenant vous allez faire vos achats en connaissance de cause. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, hein. J'essaierai d'y répondre au maximum. Je vous dis à très bientôt sur Speed Photo.